Non, alors l'une de mes premières questions, c'était par exemple au niveau du CFA, avant d'entrer dans les détails de la structure. Et je sais que depuis 2010, c'est plus le Conseil des ministres, les chefs d'État, au niveau de chefs d'État qui décide la politique monétaire, mais c'est une commission de politique monétaire, non, comment il s'appelle, le comité, excusez-moi, Monetary Policy Committee, comité de politique monétaire. Et ça, c'est tout nouveau, c'est depuis 2010. Oui. Mais depuis 2010, la BCEAO est autonome. C'est-à-dire, ça ne dépend, ce n'est plus une institution appartenant à l'UEMOA, comme la BCA d'ailleurs, ne appartient plus à la CAC. Donc, ce sont des entités autonomes. On arrive au principe classique, précisément, des banques centrales indépendantes. Mais en même temps, on m'a dit, un économiste, Kako Nobuko, oui. Il a dit qu'il y a un gros problème dans le sens que dans ce comité, il y a par exemple la France qui est représentée, qui peut prendre des décisions, mais il y a les représentantes de l'UEMOA qui ont seulement une fonction d'observateur. Et il trouvait ça scandaleux parce que quand même, il y a une politique économique qui doit aussi, dans un certain sens, être prise en compte quand on fait une politique monétaire. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette constatation de Kako? Oui, mais il a parfaitement raison. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'il appelle lui-même la servitude volontaire. Hein, il vous a parlé de ça? Ce qu'il appelle la servitude volontaire. En fait, il dit pourquoi nous assignons autant d'autorité aux autorités françaises, alors que rien dans les textes ne prévoit effectivement une telle distribution de pouvoir à l'intérieur. Mais ce n'est pas ça le problème de fond. C'est un problème, mais c'est un petit problème. Parce que la dernière entrevue que j'ai eue avec Gbagbo, je lui avais dit, vous savez, la Jeune France, c'est trois choses. L'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de la Jeune France, c'est trois choses. Soit vous militez pour le statu quo, vous ne changez rien, vous laissez les choses en l'état, et ensuite ça vous pénalise. Que les inconvénients sont maintenant devenus tellement forts que vous ne pouvez plus continuer. La deuxième chose, vous dites je sors. Et lui, il était décidé à sortir. Au moment où on conversait à son bureau, je crois que la mécanique était déjà lancée pour effectivement créer la monnaie ivoirienne. Je lui ai dit, mais il mettait des conditions. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on ait au moins deux. Je dis non, c'est une association où chacun est libre d'y adhérer en fonction de ses intérêts, libre également de quitter. Là, les textes sont très clairs, vous pouvez quitter quand vous voulez. Je lui dis, le problème n'est pas effectivement de dire qu'on quitte, c'est d'évaluer quel est le coût précisément de la sortie du franc CFA. C'est-à-dire quel est le coût de la création aujourd'hui d'une monnaie. Bon, évidemment, il y a les coûts d'agence, les divers coûts d'agence, il y a effectivement le fait que l'apprentissage à la gestion monétaire n'est pas encore là. Et il y a encore les garanties de la monnaie, toutes ces questions-là qui sont des questions techniques, mais ne sont pas insolubles. Évidemment, ça veut dire qu'au moment où vous sortez, vous allez avoir 2 ans minimum d'instabilité. Bon, la France fera tout pour que ça échoue, ce sera de bonne guerre. Et puis ensuite, maintenant, bon, les choses vont se stabiliser à la 3e année. Cela veut dire, est-ce que vous avez assez de pouvoir politique pour pouvoir effectivement résister à tout. Ça, je lui ai dit, c'est le 2e scénario. Le 3e maintenant, c'est de dire, on va tous se battre pour changer le fonctionnement des institutions.
Et moi, j'avais réfléchi sur comment changer le fonctionnement des institutions. Et j'étais d'accord avec Wade, d'ailleurs, sur ces questions-là. On était d'accord sur sur très peu de choses, mais au moins sur cette question, alors il y a eu un parfait accord. Je disais, étant entendu que vous avez tous la trouille, ce que vous pouvez faire, c'est de taper sur la table et de dire, il faut que ça change. Dans quelle direction? Dans la direction de voir effectivement, d'abord, ces formes de représentation dans le conseil d'administration de la BCEAO, premièrement. Deuxièmement, les réserves, les énormes réserves, précisément de la Banque centrale, n'est-ce pas, comment effectivement les utiliser à des fins d'investissement. Et troisièmement, quelle flexibilité on peut mettre en place pour pouvoir modifier les taux de change et être dans une meilleure compétitivité, d'autant plus que tout le monde le fait. Et quatrièmement, maintenant, moins évident, vous direz, bon, une convertibilité contrôlée. Ça ne se voit pas toujours, mais ça peut se faire. Une convertibilité contrôlée, cela veut dire au fond, il n'y a plus une liberté totale, une liberté totale de change. Et bon, donc il y a des choses comme ça, on les met sur la table, et je suis persuadé que ça gênerait. D'ailleurs, je crois que la France, à un moment, quand Hollande était là, en octobre, je crois, 2012, il avait dit oui, mais voilà, nous sommes de bons amis, la zone a bien fonctionné, mais probablement il y a des questions comme par exemple comment utiliser les réserves. 2012 à maintenant, ça fait 3 ans, rien ne bouge. Ça veut dire en fait qu'il n'y avait pas une volonté politique, c'était quelque chose. Jusqu'à ce que Déby ait effectivement, à l'occasion de l'indépendance du Tchad, fait cette déclaration fracassante là, que la zone ne sert pas le développement. Alors, mais qu'est-ce qu'on a observé? Le lendemain, il était à l'Élysée. Je soupçonne que probablement cette déclaration-là a dû effectivement secouer les cocotiers. Parce que la jeune France, moi je me bats toujours, ça c'était mon problème de désaccord avec Mamadou Koulibaly. Je dis toujours, Mamadou, mais tu sais, le problème n'est pas les réserves placées, qui sont d'ailleurs, bon, pas si mal rémunérées. Pas ça constitue le problème. Si vous regardez bien, ces réserves-là, d'accord, ces réserves, c'est 13 milliards de francs CFA, les 7 milliards 5 de la BCA, et ensuite les 4 milliards 5 de la BCA. Ça fait 13 milliards. C'est pas énorme. C'est pas énorme dans le matelas monétaire français. C'est pas énorme. Mais qu'est-ce qui est énorme? Ce qu'il y a derrière. C'est que la France, en dehors de la zone franc, n'a absolument aucun, si vous voulez, n'a aucun moyen de participer à la définition des règles de jeu du système monétaire international. Et donc, bon, c'est moins l'apport justement des réserves dans la cagnotte française qui est importante que précisément le pouvoir d'interférer dans le jeu du système monétaire international que confère précisément le patronage exercé sur la zone franc. Il y a quand même, il y a un petit espace qui lui appartient. Sinon, je crois qu'il y a un grand responsable français qui disait en fait la puissance de la France, ça se réduit à l'Afrique. Si l'Afrique n'est pas là, c'est zéro. Bon. Et ça leur donne une bonne rente de situation, précisément. Et je crois que c'est ce qui fait en définitive que cette question est taboue, n'aime pas, ça les gêne qu'on en parle, etc. Bon. Alors, et nos présidents ne les poussent pas à faire des concessions. Ben, si c'est aussi utile pour vous, quand même,
faites en sorte que les lignes bougent un peu, de manière à ce que ça ne soit quelque peu favorable. Voilà. D'autant plus que si maintenant, économiquement, on analyse les fonctions imparties aux ressources de ces banques, mais on se dit, c'est la folie. Par exemple, les réserves doivent présenter un certain pourcentage des importations. On a le pourcentage le plus élevé. Le plus élevé. Si vous dites les réserves, ça sert effectivement à amortir les chocs, mais déjà, il y a certains articles qui disent en définitive que dans les situations de choc, la responsabilité ou la solidarité de la France doit intervenir. Donc, cela veut dire quoi? Qu'on est bien couvert, mais alors c'est qu'on ne tape pas sur la table pour dire voilà, partageons les choses, au moins dans un premier temps. Et en attendant, maintenant, on apprend à gérer les rouages d'une politique monétaire indépendante. Oui, aussi parce que, disons, le fait de tenir le 50% au trésor français, la raison c'est toujours pour garantir la convertibilité, soi-disant, illimitée de cette monnaie. Mais depuis que la France est soumise sous le traité de Maastricht à l'Union européenne, elle n'a plus vraiment cette capacité même de garantir... Même ça, si nous regardons les textes, c'est absolument faux. C'est faux et c'est archi faux. Si effectivement il y a une difficulté, c'est là où seulement les Français doivent intervenir pour contribuer à régler. Donc on ne nous demande pas, avec nos ressources, de régler des problèmes que la France devait régler. Pourquoi on va régler les choses à leur place? À partir de ce moment, quelle solidarité ils ont avec nous? Mais aucune. On se dit, s'il y a effectivement insuffisance de ressources, ce qu'il devait y avoir, c'est que la France interviendrait. Que c'est illusoire, la garantie n'interviendra jamais, parce que les gens sont dans une situation absolument très confortable, c'est d'une grande aisance. Donc. Et quand vous parlez des chiffres, c'est intéressant que vous citez des chiffres parce que beaucoup de journalistes auxquels je demande combien est-ce qu'il y a dans ces réserves-là, ils ne savent pas me dire combien c'est. Oui. Donc chaque année, c'est combien plus ou moins? Ah non, mais non, on ne mesure pas par... Ah oui, il y a 4 500 milliards actuellement. 94, est-ce que vous... Comment ça s'est passé? Non, mais ça s'est passé, en fait, parce que de telles modifications ne peuvent relever que de l'autorité des chefs d'État. À l'époque, c'était Blaise Compaoré qui était le président précisément de la zone. Et c'est lui qui a convoqué les chefs d'État à Dakar. Et ensuite, maintenant, bon, la décision a été prise. Vous savez, prendre la décision, mais ça, on savait, c'était un secret polichinelle, mais on savait depuis très longtemps, depuis que Balladur a fait sa fameuse déclaration au Fonds monétaire international, et au regard du comportement des indicateurs, la seule solution qu'ils avaient, c'était la dévaluation. De toute manière, bon, on dit la dévaluation, ça ne s'annonce pas sur le toit, mais enfin, bon, mais tout le monde savait. Tout le monde savait, peut-être... Et si, par exemple, il y a cet économiste Sanou Mbaye... Sanou Mbaye, oui. Qui dit que d'évaluer le franc CFA aujourd'hui, ça permettrait à la France de résister à la crise de l'eurozone, mais ça permettrait pas du tout, ça donnerait pas du tout de bénéfices les économies africaines. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais bien sûr, mais il a raison. Il a parfaitement raison. C'est-à-dire que la dévaluation, les conditions économiques et techniques ne sont plus les mêmes. En 1994, nous étions dans une monnaie absolument surévaluée, avec des déficits budgétaires un tout petit peu partout, avec des réserves qui se sont énormément amenuisées, ainsi de suite. Cette situation n'existe plus. C'est vrai. Maintenant, on parle des ressources qu'il faut partager. À l'époque, c'était effectivement que la France ne pouvait plus mettre des billes précisément pour équilibrer d'abord le compte d'opération, qui était... Et ensuite, il y a eu précisément la surévaluation de la monnaie, c'est-à-dire incapacité
des pays d'exporter simplement parce qu'ils ont perdu toute compétitivité. À partir de ce moment, vous voyez, et plus d'autres facteurs, évidemment, la dévaluation devenait inévitable. Maintenant, je ne pense pas qu'une mesure aussi spectaculaire qu'une dévaluation puisse intervenir, parce que nous sommes quand même arrimés à l'euro. C'est-à-dire les ajustements monétaires se font en même temps que, précisément, les fluctuations de l'euro. Les yo-yo de l'euro se répercutent automatiquement sur le CFA. Autrement dit, par exemple, aujourd'hui, le grand problème, c'est que le dollar est extrêmement surévalué. La surévaluation du dollar se traduit par un euro faible et donc le franc CFA est faible par rapport, effectivement, évidemment, à ce qu'il était quand l'euro était fort. C'est-à-dire, il y a encore, avant la crise de 2008. Alors ça, donc, c'est précisément des ajustements qui suivent précisément ceux de l'euro. Donc, mais est-ce que vous pensez, par exemple, avec le fait que les échanges les échanges sont plutôt de la région sont plutôt vers des pays tiers et pas vers la zone euro, est-ce que c'est logique de tenir cette parité avec l'euro? Dans le sens qu'il y a plus d'échanges aujourd'hui avec la Chine, avec l'Afrique du Sud, avec les pays en général. Mais tout à fait. Tout à fait. C'est pourquoi moi je suis partisan. Si nous restons dans la zone, je suis partisan d'une certaine flexibilité du taux de change. Ça nous permettrait effectivement de voir effectivement comment les modifier en fonction justement de nos partenaires commerciaux. Mais sinon, si nous maintenons le taux fixe, c'est tout comme si nous n'avons qu'un marché, et qui serait un marché en fait surprotégé pour nos importations et pour nos exportations. Mais dès l'instant où on met un peu de flexibilité, bon, à partir de ce moment, on est ouvert sur le reste du monde. Et on est ouvert d'abord sur nous-mêmes, parce que ça, c'est très important. On ne commerce pas entre nous. Si vous prenez le commerce intra-zone, elle est de quoi? Elle ne va pas au-delà de 14%, ce qui est extrêmement très faible, n'est-ce pas? Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a même pas la solidarité dont on parle et tout, ça ne se traduit pas effectivement. Kako dit, on échange des têtes de bêtes contre des kilos de machin. Non, on n'échange même pas, on n'échange pas. L'économie s'est monétarisée quand même, hein. Donc il faut quand même faire attention. L'économie s'étant monétarisée, vous voyez, ce qu'il y a, c'est que les économies ne sont pas assez différenciées pour pouvoir effectivement présenter des conditions d'échange optimales. Alors, ça c'est le problème. C'est le problème. Tout le monde fait du coton, tout le monde fait plus ou moins de l'arachide un peu, tout le monde fait, on fait la même chose. On ne va pas prendre le coton burkinabé contre le coton malien. On n'échangera pas ça comme ça. Par contre, si vous prenez les flux d'échange intra-régionaux, les côtiers achètent précisément aux Sahéliens les bétails et ensuite vendent précisément quelques produits de biens de consommation, de production légère. Bon, ça c'est le principe. C'est-à-dire que les économies ne sont pas diversifiées, premièrement. Deuxièmement, elles ne sont pas industrialisées. Que si les tableaux d'échange se noircissent, c'est parce qu'en fait, il y a des processus d'industrialisation. C'est ça aussi l'avantage de l'industrialisation. Hein, noircissement du tableau des relations des échanges, et à partir de ce moment, on peut effectivement avoir des productions différentes. Même si nous achetons la même eau,
on dira, bon, écoutez, l'eau traitée au Burkina et qui s'appelle, etc., et l'eau traitée au Bénin qui s'appelle Pasteur-Tomé, l'eau traitée au Sénégal qui s'appelle Kirène, bon, les gens trouveront toujours le petit moyen de dire je préfère Kirène à, effectivement, et à l'importer. Et ensuite, les coûts vont intervenir. Par-dessus, on fait de l'économie. Mais quand on n'a que de la matière première, que des matières premières, on n'échange pas des matières premières contre des matières premières. C'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a aussi cette déficience, cette anomalie que le franc de l'Afrique centrale n'est pas échangeable. J'ai compris avec le franc de l'Ouest, donc il faut passer par Paris. Par Paris, oui, mais ça, c'est ça aussi une entrave à certains... Non, mais c'est l'idiotie des mécanismes. Je permets, c'est l'idiotie des mécanismes. Ça se passait autrement. À un moment donné, les gens ont pensé que la zone ouest africaine était plus dynamique que la zone centrale. À partir de ce moment, on a dit, bon, vous allez avoir presque une différenciation monétaire. Bon, ça ne répond à rien du tout. Là, vraiment, on manque de profondeur, complètement. Un manque de profondeur, j'allais dire que c'est de l'idiotie. Oui, j'ai trouvé ça. Et donc, quand vous avez parlé d'industrialisation, ça me vient juste à l'esprit aussi, parce que j'ai vu que vous pointez sur les deux grands, pas seulement l'industrialisation, mais aussi l'agriculture. Et j'avais vu un film magnifique, maintenant j'ai oublié le nom de la réalisatrice, c'est une réalisatrice sénégalaise, et le film finissait... j'ai oublié, c'était vraiment une histoire de paysans, une histoire d'amour dans un village de paysans. Et le film finit où les paysans disent « Ah, il faudrait retourner à la diversité ». Ouais. Et est-ce que c'est pas aussi le cas, le grand problème de cette monoculture qu'on a imposée Bien sûr, et dont on sort difficilement. Mais c'est évident. La métropole a structuré le système agricole en fonction de ses propres besoins. Mais pourquoi nous importons du riz? Ce n'était pas dans notre marché au quotidien. Enfin, c'est que, en fait, bon, à un moment donné, pour avoir une consommation optimale dans l'espace colonial, nous devions faire de l'arachide et puis les Asiatiques de la colonie française devaient faire le riz. Et puis bon, voilà, la France prenait notre arachide et puis nous envoyait le riz d'Asie. C'est comme ça qu'on crée les habitudes de consommation. Et en fin de compte, le riz a fini il a fini par effectivement gagner toutes les couches. Au début, c'était pour les couches urbaines, n'est-ce pas? Ce qui fait d'ailleurs que pendant longtemps, on a maintenu précisément les importations. Parce que là aussi, peut-être c'est l'autre aspect du franc CFA. Le franc CFA avantage effectivement les élites urbaines. On n'a jamais voulu effectivement toucher en quelque sorte à leur pouvoir d'achat. Donc les biens importés, particulièrement les biens alimentaires, bon, étaient importés d'Asie, mais donc l'espace colonial était un espace avec des spécialisations bien rationnelles, mais rationnelles par rapport effectivement à la position dominante, mais pas par rapport effectivement au pays dominé. Parce que moi, je conteste un peu la position de Nicolas Gbagbo qui parle de ce système CFA comme un système du nazisme. Donc, c'était le système nazi appliqué à la France, et voilà. Et aujourd'hui, c'est la France qui l'applique. C'est vrai. Mais je pense que les nazis se sont inspirés aux Français. Simplement parce que quand je vois comment s'est constitué les monnaies impérialistes, même le sterling, le pound sterling, ça avait vraiment toutes ces choses qu'on voit. Le fait que les réserves sont au trésor français, le fait que la convertibilité illimitée, la transférabilité, le fait qu'il y a des représentants français dans les banques, c'est vraiment le système colonial. Je pose la question, quelle est la différence entre le CFA d'aujourd'hui et le CFA du système colonial qu'on avait imposé en 1907? Mais rien du tout.
La différence est très peu importante. Très peu importante. Vous avez à peu près les mêmes acteurs qui jouent toujours. Si vous prenez le système... Bon, évidemment, le système se modifie un tout petit peu quand même. Vous avez, si vous prenez le système bancaire, quand on a fait la réforme du système bancaire, et il faut qu'on parle du système bancaire, quand on a fait la réforme du système bancaire, on a liquidé à peu près tout ce qui pouvait être des banques nationales de développement, des banques nationales d'abord, puis ensuite les banques de développement. Et il y a eu un retour en force des banques françaises. Évidemment, maintenant, avec l'ouverture, progressivement, d'autres institutions sont venues s'installer, les banques nigérianes, les banques marocaines, ainsi de suite. Mais il y avait, jusqu'au début des années 2000, n'est-ce pas, il y avait une prééminence des banques françaises. Alors, ça nous ramène à ce que disait Modibo Keïta assez curieusement. Modibo Keïta disait, moi, la zone franc ne nous arrange pas, parce qu'elle est structurée comme pour faciliter le commerce avec la France, exclusivement au profit de la France. Parce que, les crédits qui sont accordés à la société française, etc., etc. Alors, à partir de ce moment, il dit, ce système-là n'est pas de nature à précisément servir le développement économique et social. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu signer précisément l'adhésion du Mali à la zone franc au moment de l'indépendance. Évidemment, les difficultés sont venues par la suite, à telle enseigne que de toute manière, il a fini, pas lui, mais enfin, ceux qui ont fait le coup d'État ont fini par ramener le Mali au bercail. L'inconvertibilité dont il est question, n'est-ce pas? Cela veut dire, au fond, vous pouvez transférer tout ce que vous voulez. Si bien que c'est même pas une fuite clandestine, mais c'est effectivement dans les principes organisationnels, c'est autorisé. Vous pouvez acheter des euros sur la place, et autant que vous voulez, et puis ensuite, vous pouvez les transférer à l'extérieur. D'ailleurs, c'est ce qui explique que, justement, quand on a parlé de libre convertibilité comme un avantage, on se disait la libre convertibilité c'est bien parce que ça permet effectivement d'abord justement les investissements d'être possibles et puis ça permet également une sorte de stabilité monétaire, mais progressivement la libre convertibilité s'est traduite effectivement par des fuites extrêmement importantes de capitaux. Alors, je prends par exemple l'histoire récente de HSBC. Quand même, c'est terrible. Ici, tous les gros bonnets ont transféré leur argent tout à fait librement avec ce qui se passe. Mais ça, disons-le tout bas, avec ce qui se passe avec M. Konaté, l'ancien président militaire de la Guinée, qui allait se faire prendre avec 60 000 euros. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être, est-ce qu'il y avait une naïveté de sa part de dire, écoutez, moi je suis un ancien président, je peux me trimballer effectivement des valises d'argent et m'en sortir. Mais il a oublié effectivement l'espace dans lequel il est. Probablement, il n'a pas eu de difficulté effectivement à avoir ça. Et ainsi de suite, il y a de plus en plus sur cette fuite des capitaux des choses qui sont terrifiantes, absolument terrifiantes. On avait dit les fameuses valises dont on parlait des chefs d'État pour financer les campagnes présidentielles françaises. Probablement, il y avait peut-être un peu d'exagération, mais certainement, il y avait également un peu de vérité dedans. C'est dire que c'était possible, de toute manière. Alors, ça aussi,
pense que c'est un des défauts du CFA dans sa forme actuelle. C'est-à-dire la problématique de la convertibilité. Alors, on l'a présenté comme un avantage, mais tout montre que c'est un énorme inconvénient. Alors, il y a combien? Il y a peut-être 3 semaines, il y a eu un grand débat ici. On m'avait demandé d'introduire un des panels sur la fuite des capitaux. J'avais dit, mais au fond, si nous évaluons la fuite des capitaux au niveau de l'Afrique, les sommes qu'on a sont supérieures à l'aide extérieure plus les investissements directs étrangers. En définitive, donc, tout va à l'extérieur, rien ne nous est laissé, et nous retournons vers l'extérieur pour emprunter. C'est le cycle infernal. C'est le cycle infernal. C'est parce que, de toute manière, il n'y a rien. Il n'y a rien, effectivement, qui permet un contrôle rigoureux d'échange, n'est-ce pas? Donc, la libre convertibilité qu'on avait effectivement posée comme, si vous voulez, un avantage, se tourne maintenant en un énorme inconvénient. Une demande que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il y a un avantage pour la France du fait que là dernièrement il y a un groupe de Congolais à Paris qui ont manifesté devant Chemalier en disant il faut absolument pas imprimer la monnaie ici, c'est terrible, et j'ai posé cette question un peu et les gens m'ont dit non c'est pas vraiment important où l'imprime, etc. Mais est-ce que ça n'a pas aussi un coût qui pourrait revenir à l'Afrique, le signorage, non, comment on dit, le seigneuriage. Est-ce que ça a un coût de signorage pour l'Afrique, le fait qu'on imprime encore, la Banque de France imprime encore la monnaie à Chemalier? Oui, mais moi je pense c'est-à-dire que c'est pas un problème important. Évidemment, on aurait pu le faire en Afrique, probablement on aurait pu le faire, mais est-ce qu'on pourrait faire des billets sécurisés? C'est tout le problème est là. Est-ce que nous avons les techniques qui nous permettent effectivement de faire en quelque sorte des billets sécurisés? D'autant plus qu'il ne faut pas qu'on oublie sous ce rapport-là. On a effectivement maintenant les contrebandiers, la contrefaçon monétaire, elle est extrêmement importante et on contrefait toutes les monnaies. Alors, si les monnaies sont techniquement mal fanées, bien entendu, les contrefaçons deviennent plus faciles et à partir de ce moment, ça vous donne des coûts supplémentaires, ça vous donne des situations calamiteuses. Et par exemple, il y a maintenant ce projet de 2020 de la CEDEAO. Oui. Et je me demande, il y a une task force, quand même, c'est en train de se mettre en place. Il y a même une union douanière prévue pour 2018 et 2017 qui va pousser vers ça. Est-ce que ça ne va pas aller contre le CFA? Ou il y a aussi le projet des pays anglophones. La ZMAO. Voilà. Oui, mais vous savez, moi, en 1994 déjà, j'avais dit, bon, écoutez, nous pouvons déjà imaginer la possibilité, si nos économies sont trop fragiles, et ce qui ne nous permet pas d'avoir justement des monnaies fortes, est-ce qu'on ne peut pas déjà imaginer effectivement justement un système monétaire régional. Évidemment, ce système monétaire régional, cela veut dire qu'il y avait déjà une zone qui était la zone CFA. Et maintenant, il y a eu un éparpillement monétaire sur les autres pays. La Naira au Nigeria, le Cedi au Ghana, le franc en Guinée, etc. Évidemment, je disais, mais si on arrive à régler 3 problèmes, on peut rapidement aller vers, effectivement, justement ce système monétaire
il faut d'abord qu'on règle le problème, le système des parités entre les monnaies. Parce que jusqu'à présent, ça nous gêne dans les échanges. Qu'on règle le système de parité, premièrement. Deuxièmement, qu'on règle le système précisément des déficits et des excédents. Comment on règle précisément les déficits des uns et des autres. Troisièmement, qu'on règle les problèmes de gouvernance. C'est-à-dire, il faut qu'on ait un institut d'émission. Qui va être, comment va s'organiser cet institut d'émission? Qui sera le patron, en quelque sorte, la locomotive? Parce que les économies sont tellement différenciées en matière, en taille. Hein? Si vous comparez le Nigeria, première économie africaine, et la Gambie, bon, alors, vous voyez ce que c'est ça. Donc, je disais, il y aura nécessairement un problème de gouvernance. Alors, justement, ces trois problèmes-là, le règlement des problèmes de la parité entre les monnaies, l'interparité en quelque sorte, le problème des compensations, n'est-ce pas, et ensuite le problème de gouvernance de l'institution d'émission, c'était les trois problèmes majeurs. Je disais, bon, mais nous pouvons contester le CFA, mais en fait, il peut y avoir, on peut regrouper les autres dans une zone qui peut-être ressemblerait un tout petit peu au CFA. Et puis maintenant, la connexion unitaire se ferait à partir des deux zones. Mais nous n'avons pas réglé le problème de 11 zones monétaires plus une trop grande, mais on va régler effectivement 2 zones monétaires de taille à peu près égale ou même inégale, mais ça c'est pas l'important. Alors, je crois que progressivement cette idée est venue à maturité. Mais moi j'ai assisté à toutes les conférences de la Mao. J'ai même animé quelques séminaires de l'agence monétaire ouest-africaine, qu'anime un de mes anciens collègues, n'est-ce pas, de faculté. Alors, mais le problème est plus technique. On avait dit, il a été dit, on laisse en fait la zone monétaire, la zone franc, dans sa forme actuelle. Il y aura probablement des réformes internes. Hein? On la laisse parce qu'au moins, il y a une monnaie. Et maintenant, tous les autres, on va leur permettre également d'avoir une seule monnaie. N'est-ce pas? Et tous les autres pays de la CEDEAO, c'est-à-dire le Ghana, avec la Naira, c'est-à-dire, excusez-moi, le Ghana avec le Cedi, le Nigeria avec le Naira, la Sierra Leone avec la Léone, le Libéria avec effectivement le dollar, et ensuite, ainsi de suite, la Guinée avec le franc guinéen. Alors donc, ces pays-là, on les mettrait ensemble et ça prendrait la zone monétaire ouest-africaine, n'est-ce pas, qui aurait à peu près la même structuration, n'est-ce pas, que le CFA, c'est-à-dire une monnaie unique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de fusionner les deux monnaies uniques. Alors, on avait... les aspects techniques ont été réglés. C'est le politique qui a traîné les pieds et qui continue de traîner les pieds et de freiner. Bon, parce que techniquement, c'est très facile à régler. Mais qui va avoir la gouvernance? Comment on va faire effectivement? Quels sont les mécanismes, si vous voulez, de compensation? Hein? Les mécanismes de compensation, comment ça va se faire? Etc., etc. Il y a des problèmes comme ça. Mais quand on regarde, tous ces problèmes-là ont une connotation politique. C'est ce qui explique qu'on a reculé les échéances. On a dit 2020. On pense que c'est assez loin, 2020 c'est demain.
En 2020, on dit, ah non, mieux vaut aller en 2030 parce que bon, beaucoup d'États ont des plans émergents qui vont... On trouvera les arguments politiques pour encore se donner une autre échéance. Mais en réalité, le problème n'est plus technique. Et dans une de mes interventions, dans un séminaire de Lamoa qui s'était passé il y a 2 ans, à Bamako, j'avais dit, au fond, nous pouvons nous inspirer de l'étapisme des pays européens. Ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire, tant qu'on n'en sera pas là, on sera dans un discours extrêmement général et vague que les politiciens exploiteront pour ne rien faire. Mais si on dit, il faut à telle période qu'il y ait tel et tel mécanisme de mise en place qui nous permettent de progresser. De telle année, il nous faut réaliser telle et telle autre chose. Ainsi de suite. Alors, à partir de ce moment, on enferme tout le monde et on enferme tout le monde. Mais sur des principes techniques bien évidents. Mais si on ne le fait pas, évidemment, les ports qui sont ouverts là, les politiciens en profiteront pour effectivement faire immobiliser la construction de la monnaie unique. Parce que, bon, peut-être que tout le monde n'aura pas les mêmes avantages dans l'avènement d'une monnaie unique, ouest-africaine. Probablement, il y aura de grands gagnants, probablement, il y aura de petits perdants, probablement. Alors, mais tout ça fait qu'en définitive, les choses tardent. Et puis ensuite, qui va être le patron? Ça aussi, c'est très important. Très important. Quand vous regardez les différences énormes de taille économique, de poids économique et financier, évidemment, il y a de belles négociations pour savoir qui fera quoi et qui va contrôler quoi. Alors, ça, c'est évident que c'est ce qui retarde. Je dis toujours, bon, là où nous en sommes aujourd'hui, il n'y a plus de problème technique particulier qu'on ne maîtrise pas. Il y a que les politiques ne suivent pas. C'est ça le problème. Et on pourrait le faire au niveau de l'Union africaine? C'est un peu plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Vous savez, au niveau de l'Union africaine, la charte unique pose effectivement 3 institutions monétaires. Ils disent qu'il nous faudrait créer effectivement une banque centrale. Mais c'est déjà en cours, non? C'est déjà en cours. C'est déjà en cours, mais alors freiner des 2 pieds. Je vais y venir tout à l'heure. On a dit qu'il nous faudrait effectivement un fonds monétaire africain. Il faut enfin une banque d'investissement. Alors, Kadhafi qui croyait à ça a mis l'argent. Il paraît qu'il avait mis pour la banque pour la banque centrale, il avait mis 35 milliards de dollars. Et on dit que ces 35 milliards de dollars étaient bloqués aux États-Unis. Hein? Jusqu'à présent, on ne sait pas ce que c'est devenu. Bon, mais au moins, à Sirte, il était question de lancer ces 3 institutions. Le Fonds monétaire, donc la banque centrale était à Sirte, puis ensuite il y avait le Fonds monétaire à Yaoundé. Alors, et puis ensuite la banque d'investissement. Le Fonds monétaire, alors là aussi c'est la naïveté de l'expertise africaine. Le Fonds monétaire était né dans un contexte bien précis, c'est-à-dire d'abord harmoniser les différentes parités, c'est sa première fonction. En second lieu, permettre aux excédentaires de financer les déficitaires. Et en troisième lieu, permettre effectivement une gouvernance du système monétaire international.
le premier point, bon, on est passé du gold exchange standard, j'allais dire au gold dollar. Bon, la suprématie américaine s'est imposée. On parle même du seigneuriage du dollar. D'accord? Alors, donc, ce premier principe-là, des parités, évidemment, les parités posent d'énormes problèmes, mais enfin, c'est encore gérable. Mais c'est gérable parce qu'il y a un patron. Le patron, depuis que l'Angleterre a perdu précisément la puissance sur le système monétaire international, les États-Unis sont venus en force et ont imposé en réalité le dollar dans des conditions assez spectaculaires d'ailleurs. Assez spectaculaires. Pour une fois d'ailleurs, le général de Gaulle s'y est opposé comme il pouvait le faire. Hein, il avait dit, bon, nous n'allons pas continuer de financer le déficit américain parce que le déficit, c'est ce qui permet aux États-Unis d'alimenter la guerre du Vietnam. Il avait raison. Il avait dit, bon, à partir de ce moment, qu'on nous rembourse. Nous allons retirer du Fort Knox l'équivalent en or de nos avoirs en dollars. Évidemment, la réponse n'a pas tardé. Nixon a effectivement, si vous voulez, déconnecté le dollar de l'or en avril 1971, n'est-ce pas? Alors, à telle enseigne d'ailleurs, on se demande maintenant, je dis toujours joliment, maintenant, qu'est-ce qui permet aux États-Unis de financer leur guerre? C'est la Chine. Malheureusement, c'est la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine est la principale puissance à acheter précisément les bons du trésor américain. Pour la première fois, toutes ces guerres en Afghanistan, en Irak, etc., ont été financées non pas par les impôts du citoyen, mais effectivement par ce mécanisme-là. D'accord? Bon, et en troisième lieu, la gouvernance. La gouvernance, je dis, il y a un patron. Mais si nous ramenons ça dans le cas africain, vous avez un éparpillement des jeunes. Et si, je ne sais pas si ça existe, mais j'allais dire des jeunettes. Je disais que comment faire justement cette espèce de péréquation entre les excédentaires et les déficitaires si tout le monde est déficitaire. Si nous prenons à l'époque, au moment de l'élaboration de l'acte unique de l'Union africaine, qui étaient les excédentaires. Il y avait la Libye, environ 70 à 80 milliards. Il y avait l'Algérie, 120 milliards. Maroc, un tout petit peu. Bon, et puis l'Angola, 20. Et voilà. Sur les 53 États, il y a peut-être 4 ou 5 qui, effectivement, avaient des réserves extrêmement importantes, premièrement. Deuxièmement, est-ce que ces États étaient prêts à mettre précisément les réserves dans une banque centrale africaine ou les garder chez eux? Je suis persuadé que aucun État n'était prêt véritablement à cela. Ensuite, le troisième pilier qui avait été envisagé, c'est la banque d'investissement. Cette banque d'investissement, évidemment, se télescope avec la banque africaine de développement. Je ne dis pas que plusieurs banques peuvent faire effectivement les mêmes choses, mais en fait, je ne suis pas sûr que les mêmes partenaires puissent effectivement accepter de mettre leurs ressources sur deux institutions quelque peu différentes. Donc, j'avais dit dans un article, d'abord, j'avais dit au fond, est-ce que le schéma économique qu'on nous propose n'est pas un pari perdu? Et j'ai développé dans mon ouvrage sur le nouveau régionalisme africain, j'ai développé un chapitre que j'ai intitulé un peu comme ça.
pour critiquer cette perception. C'était une très belle utopie. C'était une très belle utopie. Je suis sûr que ce n'était pas effectivement réalisable, peut-être d'ici encore un petit siècle. Il faut compter au moins un petit siècle pour arriver à harmoniser tout ça et créer véritablement une zone monétaire africaine. Bon, quand j'en discute avec les amis, ils me disent « Ah, mais tu es trop pessimiste ». Je dis « Oui, mais moi, ce n'est pas ma nature d'être pessimiste. Hein? C'est la réalité qui commande d'être pessimiste. On ne peut pas faire le plus facile. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire le plus difficile. Bon, par exemple, vous prenez les États-Unis, ambassade du Sénégal, ambassade de la Libye, ambassade de la Gambie, ambassade etc. Tout le monde est là. Mais un ou deux pouvaient représenter tout le monde. Ça, c'est pas diable, ça. C'est très facile à faire. Mais tout le monde sait que, de toute manière, on aurait gagné. On allait dire, bon, en France, nous allons avoir le Sénégal qui va représenter nos intérêts. Aux États-Unis, peut-être l'Afrique du Sud ou le Nigeria. En Grande-Bretagne, ainsi de suite. Bon. Si on ne sait pas faire ça, est-ce qu'on va pouvoir faire plus compliqué encore? C'est pourquoi je disais, bon, mon pessimisme, c'est ça qui le justifie. Et puis ensuite, la même chose, vous pouvez prendre d'autres domaines, etc., où en réalité, la coopération était une chose très facile à faire. Bon, j'ai pris la diplomatie ici, j'aurais pu prendre effectivement l'armement ou les structures de défense. Bon, on préfère toujours avoir des structures de défense assez moyenâgeuses. Peut-être que si on avait mutualisé les moyens, nous allions pouvoir avoir, en fait, des armées modernisées avec précisément les équipements qu'il faut. C'était aussi le plan de Kadhafi. Oui, voilà. Kadhafi avait une vision très claire de ces choses-là. Je suis sûr que qu'on les liquidait, probablement parce qu'il incarnait un leadership qui était gênant, à court et à moyen terme. J'ai lu la déclaration d'Arusha, j'ai relu plusieurs fois, la déclaration d'Arusha de Julius Nyerere. Il disait un certain nombre de principes. Il dit le développement, on ne le réussira qu'en comptant sur nos propres forces. Ensuite, dans une deuxième étape, en nous fondant sur l'agriculture, parce que c'est un secteur qui regroupe l'essentiel de nos populations. Il ajoute, en outre, il faut qu'on accepte de travailler, de toujours travailler. Et enfin, ne pas attendre le financement du développement de l'argent des autres. Oui, mais c'est aussi un piège, je crois, cet argent des autres qui est le vôtre à la fin. Non, je ne sais pas, c'est un peu... Ah, et j'avais oublié le SEN. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée du jeune Monsieur Sarr, Abdoulrahman Sarr, qui veut introduire cette monnaie complémentaire qui serait le SEN au Sénégal? Oui, la monnaie complémentaire. Et quand il présentait ça, j'étais là. C'est dommage d'ailleurs parce que j'avais ce jour-là une soutenance de thèse, je ne suis pas resté jusqu'à là pour assister au débat. Alors, les monnaies complémentaires, je crois que c'est une petite vision. Bon, on peut le faire au niveau d'une localité, entre gens qui se connaissent et qui acceptent un certain nombre de principes de fonctionnement. Partout, les monnaies complémentaires ont joué, ça a joué dans ce cadre-là. Mais quand nous sortons de ces réduits pour effectivement aller à une échelle macroéconomique, la monnaie est un rapport de confiance. Confiance de l'intérieur, des acteurs intérieurs, mais confiance des acteurs extérieurs.
Alors, c'est pas avec des monnaies complémentaires que vous pouvez le faire. Peut-être maintenant, comme on est dans la territorialisation, de plus en plus, on cherche des solutions au niveau du local. C'est de voir une interaction entre le local, le national et le régional. Bon, probablement au niveau du local, on peut imaginer justement des pratiques de cette nature. Bon, mais ça ne va pas au-delà. Ça ne va pas au-delà. Voilà. Mais ça, c'est très républicain. C'est très républicain, ma chère. C'est très républicain. Tant que le monde fonctionnait sous ce rapport-là, conflictuel, on était en république. Maintenant, on dit les ayatollahs, etc., les sunnites, les chiites, les machins. Oui, la République, c'est complètement parti. Et on a une lecture internationale fondée sur la religion. Mais ça, c'est parce que simplement, il y a un vide. Le vide du débat que nous avons mené, que justement les forces impériales ont exploité pour y mettre, etc. Quand on dit, c'est complètement phallocrate, quand on dit, enfin bon, aujourd'hui dans le problème syrien, voilà, les Assad, c'est effectivement des chiites, alors que les Alaouites ont toujours été considérés par les chiites comme effectivement des mécréants. Bon, et ensuite, quand on dit en fait les wahhabites c'était des sunnites, mais les sunnites ne les ont jamais considérés comme effectivement comme de bons musulmans, et ainsi de suite. Mais la politique, la politique impériale les a unis dans des méga machins, des méga concepts comme ça, sur la guerre entre les chiites et les sunnites.